Rassurez-vous, je ne vais pas rester longtemps. Mais je ne pouvais pas accueillir Jan Kefelec à Pau sans vous dire un petit mot de notre première rencontre. Parce que, comme vous le savez, la plupart des participants viennent par amitié. Mais Jan Kefelec, c'est probablement celui des participants que je connais le plus longtemps, depuis le plus longtemps. On est dans les années 80 et le plus grand éditeur français de l'époque, un monstre sacré, comme on disait, s'appelait Françoise Verny. Vous avez peut-être lu les livres que Françoise Verny a consacrés à son métier d'éditeur. Et Françoise Verny avait un truc, c'est que chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui lui tapait dans l'œil, en tout bien, tout honneur, enfin, je ne sais pas pour toi, mais... et donc... beaucoup de bien, beaucoup d'honneur. En tout bien, tout honneur, elle disait... elle avait une voix... comment dirais-je, absolument travaillée au whisky et à la gitane. Et donc Françoise Verny, elle disait « Chérie, je veux ton livre ». Et j'avais publié une nouvelle dans, je crois, l'événement du jeudi en 1987 ou 88. Et donc le téléphone sonne, je décroche et j'entends « Chérie, je veux ton livre ». Et... j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était d'ailleurs un homme politique connu aujourd'hui et encore actif qui me faisait une blague, qui était mon ami de jeunesse, et donc qui est plus exactement dans les mêmes eaux que les miennes, mais ça fait rien. Et donc je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Enfin bon, bref, c'était Françoise Verny. Et le soir même, elle m'a invité à dîner, rue de Naples, avec ce jeune homme qui est là. Et qui venait d'avoir le Goncourt, parce qu'à Belle-Île, un matin à l'aube, il avait dormi sous un bateau, et Françoise Verny l'a repéré, il lui a tapé dans l'œil comme il se doit, vous voyez exactement pourquoi, et donc elle lui a dit « Chérie, je veux ton livre », et ça a été le Goncourt de 1985. 1985. C'est donc dire que nous avons dîné le soir ensemble, nous avons mangé un peu, on a mangé, voilà, nous avons travaillé notre voix, et donc je puis affirmer avec certitude que Jan Kefelec est naturellement le grand écrivain qu'on sait, le parolier de chansons, amateur de musique, et vous allez entendre toute son histoire parce que Philippe va vous la présenter. Je puis vous assurer qu'il tient très bien la houle vers minuit ou 1h du matin, rue de Naples, en 1987. Merci beaucoup. Alors, une scène a été décrite. Bonsoir. Bonsoir Philippe Lafoster. Bonsoir Yann Kefelec. Alors, on accueille évidemment un grand romancier, et c'est souvent chez les romanciers qu'on trouve la vraie vérité. Vous savez, c'est connu. Hein. Les gens qui veulent dire la vérité, qui sont essayistes, prennent souvent le roman pour dire la vérité. Alors ensuite, une caractéristique de Jan Kefelec, en dehors de celles qui ont été dites par François Bayrou, c'est, pour moi, je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui traverse la vie à fond la caisse, comme on dit. Il passe les bosses, il est allé au sommet de la gloire de la littérature, il a connu des moments où il est allé profondément regarder des ravins jusqu'au fond. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas fait semblant. Il a tête baissée, il est allé voir partout. Et c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de meurtrissures et de joie. Et moi, j'aime beaucoup ces gens-là. Je trouve ces gens-là très attachants. Parce qu'ils ont vécu 2, 3, 4 vies.
Et donc, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de justesse dans le regard. Ils ont vu beaucoup de gens, beaucoup de situations, et donc leur regard est assez intéressant. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un, il aime l'excès. Françoise Verny disait violence, mais moi je préfère excès. Quand nous, on est un peu triste, Quéfellec désespéré. C'est la fin du monde. Quand on connaît un moment de joie, Quéfellec, c'est je suis fou de bonheur. C'est formidable ce qui m'arrive. Quand on interroge quand nous, on s'interroge, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, ci ou ça, Quéfellec, il dit non, pas comme ça qu'on fait. Il monte dans un bateau, il allume le moteur, il démarre et il dit on verra bien où on arrive. Et nous, quand on aime, lui, il est fou amoureux. Et il dit d'ailleurs dans un livre, le mot fou me convient absolument. C'est le mot qui me convient le mieux. Voilà. Donc vous l'avez compris, Quéfellec, c'est d'abord et avant tout un amoureux. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Je vais vous dire pourquoi. Quand on regarde Les idées mènent le monde, demain un autre monde, eh bien, je suis sûr à 100% d'une seule chose. Si des gens arrivent à faire qu'un autre monde ne soit pas plus mauvais que celui qu'on vit actuellement, c'est à cause des amoureux. S'il n'y a pas d'amoureux, on ne changera pas le monde. S'il n'y a pas des gens qui sont amoureux de la vie à fond, à dire qu'avant tout, il faut que la vie survive, qu'on ait le droit de vivre, que les plantes, les animaux, les hommes ont le droit de vivre, qu'on doit vivre absolument, on doit sauver la planète, s'il n'y a pas d'amoureux, ça ne se fera pas. Et donc c'est au titre d'amoureux que nous recevons aujourd'hui Yann Quéfellec. Alors, Yann Quéfellec, est-ce que c'est juste ce que j'ai dit, ou, je veux dire, amoureux, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui... Ou bien, j'ai tapé à côté, le plus important. Alors si je reprends depuis le début, depuis la présentation de ma personne par François Bayrou, d'abord j'étais extrêmement flatté d'être représenté et par François Bayrou et par Philippe Lapousterle. On a évoqué Françoise Verny et on a dit que Françoise Verny m'avait rencontré au petit matin gisant sous un bateau en loch et qu'elle s'était immédiatement attachée à ce clochard des mers qui surgissait dans son champ visuel. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. J'étais parti, en effet, là je rejoins ce que disait Philippe Lapousterle tout à l'heure, j'étais parti à bord d'un magnifique voilier de briques et de brocs, construit je ne sais plus par quel moyen du bord, et pas tout à fait en état de naviguer. J'étais parti faire le tour du monde, et j'avais mis le cap sur le golfe de Guinée, au départ de Belle-Île-en-Mer, et arrivé au large de l'Espagne, de la pointe occidentale espagnole, le Cap Finistère, panne de moteur, la tempête et le mauvais état du navire me ramènent pratiquement à mon point de départ, non pas à l'île de Groix d'où j'étais parti, mais à Belle-Île-en-Mer, le port de Le Palais, 20 000 au sud de l'île de Groix. Piètre tour du monde. C'est un début. C'est un début. D'ailleurs, ce n'est pas fini. J'ai bien l'intention de le poursuivre, ce tour du monde. J'amarre mon bateau à la voile n'importe comment, je casse un certain nombre d'autres bateaux tranquillement amarrés le long du quai. Et là, sous la pluie battante, dans le vent, dans la bourrasque, avec les vagues qui escaladent la jetée, j'entends cette voix de Françoise Verny, cette voix travaillée au pur Malte et à la gitane. « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain. » Et pardon, mais je pense qu'elle parlait comme ça. Je me suis tellement entraîné à faire Françoise. Il m'arrive encore de faire Françoise Verny tout seul dans mon bureau pour me rappeler cette belle époque. Et c'est comme ça que tout a commencé, par cette phrase-là entre Françoise Verny et moi. Alors, Philippe Lapousterle me présente comme un amoureux. Entendons-nous sur le mot amoureux. C'est vrai, j'aime la vie par-dessus tout. Mais je pense que nous sommes un certain nombre dans la salle à éprouver ce même amour de l'existence. Et ma santé me le permettant, et je croise vraiment les doigts parce que tout est affaire de santé dans cet attachement à l'existence et au jour qui se lève.
Et puisque le jour se lève, il ne se passe pas de matin où je ne bénisse le Créateur de me remettre au monde en pleine forme et disposé à aller vers l'existence qu'elle soit. J'ai bien aimé quand Philippe Lapouster a parlé de moi comme de quelqu'un pétri de meurtrissure et de joie. Nous sommes tous pétris de meurtrissure et de joie. Je ne suis pas une exception dans ce domaine, mais c'est vrai que je ne me suis jamais gêné pour aller vers la vie lorsqu'elle me semblait intéressante. Ça aussi, c'est un mot de Philippe Lapouster, un adjectif de Philippe. Et c'est un adjectif qui veut dire énormément de choses, intéressant. Donc chaque fois que la vie m'intéressait, chaque fois qu'elle me captivait, j'y allais. Quelquefois, je me suis fait mal et à d'autres moments, j'ai été en effet fou de bonheur. Je suis incapable de faire les choses à moitié. Je vis au risque de me perdre. Et il m'est arrivé d'ailleurs de frôler la catastrophe. Mais jusqu'à une plus ample informée, je me suis relevé de tous les aléas qui ont pu comme ça se présenter sur ma route. Et je reste cette bête à la fois de solitude et de partage qui constitue le paradoxe de l'écrivain. À la fois, il va constamment vers sa page et le plus loin possible dans sa page et dans sa parole écrite, en dehors du monde civilisé, de l'agitation, comme ça, d'une vie en route à l'extérieur. Et en même temps, lorsqu'il se mêle au monde, il ne le fait pas à moitié et il adore effectivement plonger son regard dans celui d'autrui et puis, comme on dit, échanger, même pas simplement échanger, mais se rendre très vite compte que celui qu'on appelle un inconnu, qui est tout simplement l'autre, qui est le semblable, eh bien c'est nous. C'est à la fois lui, l'autre, et en même temps c'est nous. Ah, insensé qui croit que je ne suis pas toi, disait Victor Hugo. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question que... Si, et je voulais juste dire à la fin de ce que vient de dire Kefelec, combien c'est important de savoir qui nous parle. C'est très important. Il y a le livre, il y a tout. Mais on lit le livre autrement, évidemment. Lorsque une personne, on arrive à mieux savoir la vie qui a été la sienne, les ressorts qui ont été les siens, ressorts positifs et négatifs. C'est important de changer de lecture, parce qu'on lit les lignes et entre les lignes. Voilà, je disais juste ça parce que pour ceux qui achèteront le livre de Kefelec sur le prix Goncourt ou bien le dictionnaire amoureux de la mer, on lit entre les lignes quand on a rencontré Kefelec. Alors, un détour juste sur les relations avec votre père. On ne va pas en faire beaucoup, mais voilà, vous aviez un père qui était éminent, qui est École nationale supérieure avec Pompidou, si j'ai bonne mémoire. Non, Normal Sup avec Pompidou, absolument. Oui. Et, avec ouais, Pompidou, Senghor. Senghor, voilà. Robert Merle et quelques Robert autres. Merle, voilà. Donc, ce que l'université produit de mieux, et ensuite écrivain de précision, d'un grand talent. Et ce père-là ne vous aimait pas. Ou en tout cas, il vous... Pardon, je m'avance sur ce point. Ce père-là vous disait beaucoup de choses méchantes. Et vous, d'après ce que j'ai compris, voilà, ne voulait pas croire que vous seriez un jour écrivain. Et donc, je voulais savoir, est-ce que ça a été un moteur dans votre vie ou bien finalement, ça a été un frein terrible qui a retardé les choses de 10-15 ans? Ça a été une chance extraordinaire. D'abord, ça a été une fierté, parce que moi, j'adorais mon père. Je n'ai jamais vu un homme plus beau physiquement, plus charmant, plus intelligent. Je l'admirais. Dès qu'il prenait la parole, j'avais envie d'apprendre, de retenir par cœur ce qu'il avait dit, même s'il s'était contenté de me dire « pousse la porte sans la fermer ». Enfin, c'est-à-dire tout ce qui venait de lui... L'amour fou, on va dire. Respectueux. Respectueux. Voilà, l'amour fou a commencé avec mon père. C'est un homme que j'aimais. Il n'y a pas de doute, je l'aimais. Et quand on aime, on n'attend qu'une chose, c'est... Le retour. D'être aimé. Donc, eh bien lui, non. Lui, il m'aimait pas. On n'est pas obligé d'aimer ses enfants. On doit les élever, on doit être un bon exemple pour eux, de préférence. Mais on n'est pas obligé de les aimer, ça n'est pas dans la loi. Et mon père
grand amoureux lui-même, aimait mon frère aîné. On dirait une tragédie de Racine. Il aimait mon frère aîné d'amour fou, parce que mon père n'avait jamais connu son propre père, mort à la guerre, mort à Verdun en 1917, mort en héros. Et c'est pas une légende urbaine, ni une légende familiale. Il y avait vraiment on a reçu des lettres absolument splendides comme ça de militaires qui avaient servi sous ses ordres et d'un général comme ça qui avait eu affaire à lui et qui nous disait à quel point c'était un homme désintéressé face au danger. Donc mon père, n'ayant jamais connu son père, trouvait la réincarnation du père qu'il n'avait pas connu dans son fils aîné. Mon père était un être, effectivement, qui aurait intéressé les psychanalystes. C'est plus que Racine, oui. Alors, ça donnait entre lui et moi une relation terrible. C'est que dès que je me mettais en avant, dès que j'avais envie d'exister, dès que j'avais envie d'attirer son regard sur le mien, il avait l'impression de déposséder son fils aîné de l'exclusivité dont il voulait qu'il jouisse. Et donc, ça n'a pas été simple du tout, parce qu'il m'a fait comprendre très vite que, d'accord, j'étais son fils, mais il me disait, tu t'es trompé de famille. Parce que si... Quand même. Ah non, mais franchement, c'est une phrase que j'ai entendue très régulièrement de sa part. C'est-à-dire, je suis un enfant de la méthode Gino. Moi, j'étais né parce que j'étais né, c'est tout. Mais je n'étais pas du tout... désiré. Absolument pas désiré. Donc voilà, j'avais ma place à table, je mangeais la part mais il fallait pas que je parle. Et à la fin des repas, il m'avait assez vu. Donc généralement, il me disait, écoute, va dans ta chambre. J'étais assez vu. Et je continuais à suivre le déjeuner familial à travers la porte vitrée de la salle à manger, ce que je trouve assez touchant quand j'y repense. Et c'est une cousine à moi qui est morte maintenant, une femme absolument formidable, qui prenait constamment ma défense auprès de lui, qui m'a raconté cet épisode, qui me disait, à la fin des repas, il disait toujours de sortir, et tu nous regardais à travers la vitre, et je trouvais ça extrêmement triste. C'est terrible ce que vous dites. Je veux dire, il faut en sortir vivant de cette affaire. Oui, mais c'est un homme génial, à part ça. C'était un homme... il parlait grec, il parlait latin couramment, il recevait Julien Gracq à la maison, il se mettait à parler... Il parlait hébreu, par exemple. Il ne parlait pas breton, il en faisait un énorme complexe. Il faisait semblant de parler breton. Et, alors, il avait un certain nombre de mots, Kenavo, Braisaitao, etc., dans son vocabulaire. Et en les mettant bout à bout, ça faisait une sorte de phrase qui ne voulait absolument rien dire. Mais je m'en suis aperçu à la longue. Non, c'était un homme de Brest. Et à Brest, d'abord, il était interdit de parler breton en Bretagne lorsque mon père est né. Puis la Révolution française ayant interdit l'enseignement du breton en terre bretonne. Et en plus, dans les villes, déjà, on était plutôt... on était d'expression française. Comme il est venu finir ses études à Paris, il n'a pas eu l'occasion d'apprendre à parler breton. Et il en a toujours souffert. Il aurait préféré parler breton plutôt qu'hébreu, grec et latin, comme il le faisait admirablement. Et vous l'aimez toujours, votre père? Mais mon père, mais c'est l'homme que j'aimais, bien sûr. C'est l'homme que j'ai appris. Je connaissais par cœur son livre de poèmes qui s'appelait Sur la lisière. Et il m'est arrivé de connaître par cœur aussi certains chapitres de ses romans noirs, dont un qui s'appelait Le journal d'un salaud, sur un mauvais gars pendant les années noires, au temps de la collaboration dans la ville de Marseille. Je trouvais ça absolument saisissant. Je trouvais ça aussi fort que du Sartre. Mais voilà, il n'a pas été retenu comme l'égal de Sartre, probablement parce qu'il portait un nom breton. Et cette personne si intelligente... Il y avait un sentiment anti-breton très fort après la Seconde Guerre mondiale. Mais cette personne si intelligente, si fine à écrire des poèmes, c'est un poète, etc. Extraordinaire. Il n'a jamais été sensible à cet amour démesuré. Il a pu résister à votre regard, Yann. Il résistait au regard que vous lui portiez, l'admiration. C'est ça que j'ai un peu de mal à... Ah, mais ça le consternait. Il était un peu, si vous voulez, comme une amoureuse qui en a ras-le-bol des assiduités d'un amoureux et qui chercherait vaguement à s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il m'a mis en pension. Ma mère, femme admirable, femme que j'aimais, femme qui m'aimait. Je pense même, faut pas dire ça, mais je pense même que j'étais son préféré, ma mère. On était 4 enfants, mais j'ai l'impression qu'on avait quand même de sacrées affinités.
Ma mère était consternée quand mon père a pratiquement exigé que je sois mis en pension. Et alors, vous avez eu le Goncourt, il était toujours vivant. Bien sûr. Et alors, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais j'ai cru lire qu'avec votre père, qui était lettré, etc., quand vous avez eu le Goncourt, vous n'avez pas réussi à avoir un échange avec lui sur le livre que vous aviez écrit, ni sur le prix que vous veniez d'être couronné. D'abord, je suis devenu écrivain, publié chez Gallimard, parce que j'ai rencontré Françoise Verny à Belle-Île-en-Mer, dans les conditions que je vous ai dites. Donc mon père n'est absolument pour rien dans cette affaire. Je ne me suis absolument pas appuyé sur ses relations, ni sur sa réputation. Absolument pas. Et même sa réputation aurait pu me faire du tort chez Gallimard, éditeur qu'il avait refusé en son temps. Mais ça, je ne suis pas allé lui en parler parce que je l'aurais poignardé. Mais je l'ai su. Et ce qui n'enlève rien à son talent, parce que son talent, il est immense. Et pour moi, c'est lui le patron. Hein, c'est le meilleur. Hein. Et alors, quand j'ai publié mon premier roman, Le Chambre Noire, déjà, il l'a assez mal vécu, il faut bien dire. Et il m'a dit qu'il m'attendait au tournant du second. Sympa. Il m'a soupçonné. Sympa. Il m'a dit, je parie que tu vas en écrire un second. Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, je t'attends au tournant du second. C'est le premier, on peut l'écrire comme ça. Les premiers vers vous sont donnés par les dieux. Il m'a cité la phrase de je ne sais qui. Bon, d'accord. Déjà, c'est pas mal d'avoir été inspiré par les dieux. Et j'ai écrit le second, et là, j'obtiens le prix Goncourt. Pour moi, c'est à la fois, effectivement, c'est un... Voilà, c'est... Le Graal. C'est le Graal, et en même temps, c'est une catastrophe, parce qu'il va falloir l'annoncer à mon père. Et, à ce point-là. Alors là, j'ai déserté les hordes, le jour même, j'ai déserté les hordes de journalistes, comme ça, qui s'emparent du prix Goncourt le jour même, et je suis parti à pied dans la capitale en me demandant comment j'allais faire pour le lui annoncer, et croisant une cabine téléphonique bien pourrie, je suis entré dans la cabine, et je lui ai téléphoné, je l'ai appelé, et avec l'impression, le sentiment que j'allais lui donner une mauvaise nouvelle, et je ne me trompais pas. Ça a été une très mauvaise nouvelle pour lui. Il m'a dit, je parie que tu m'appelles pour me dire que tu as eu le prix Goncourt. Oh là là, c'est dingue. Oui. Eh bien, je le savais déjà, figure-toi, la femme de ménage me l'a dit tout à l'heure. Alors, il n'y avait aucun mépris de la part de mon père vis-à-vis des femmes de ménage, sauf peut-être ce jour-là, parce qu'il savait parce qu'il voulait me... Non, je pense même non, enfin bref. Mais non, il aimait beaucoup. Il n'avait aucun mépris pour personne. C'était un homme d'une vraie simplicité, sans aucune affectation. Hein. Mais là, ce jour-là, il était bien conscient qu'en me répondant de cette manière, il était absolument sûr qu'il allait me faire un mal fou. Donc ensuite, on a été fâchés pendant 2 ans, et à cause de ça. Et tout de même, un beau jour, il m'a pratiquement convoqué. Il était chrétien. Il avait un sens du devoir. Donc j'imagine qu'il se disait, je ne peux pas ne pas lire le livre de mon fils, et je ne peux pas ne pas lui en dire un mot. Donc au bout de 2 ans, il m'a invité au roi du couscous marocain, avenue d'Enfer Rochereau, et pour parler de mon livre. On n'en a pas parlé. On a parlé des siens. Et il a sorti de sa petite poche de courtoisie, il a sorti un entrefilet qu'il avait obtenu pour son dernier livre, petit entrefilet plié en 5 dans Presse Océan. Alors nous avons le bonheur de saluer la parution du dernier livre, etc. Un très beau livre sur la vie des pêcheurs à Douarnenez, enfin voilà. Mais et alors moi j'ai été assez bouleversé par ce geste de sa part, parce qu'au même moment, moi j'avais des doubles pages dans tous les magazines de France et de Navarre, dont il ne voulait strictement rien savoir, au nom d'un principe sacro-saint chez lui, c'était pas d'auto-admiration en famille. Alors, pas d'auto-admiration en famille, ça veut dire que je devais me réjouir de son truc dans Presse Océan, et lui ignorait souverainement ce qui pouvait m'arriver de bien dans le domaine médiatique. Enfin voilà, et quand on s'est quitté sur le trottoir, il est parti, et j'ai été un peu triste, parce que je l'ai vu partir sous son grand béret basque, et il m'a semblé que cet homme d'1,85 m commençait à se voûter un petit peu.
et que voilà, cette première voussure annonçait déjà un vieillissement. Et je me rappelle, ça m'a serré le cœur de le voir s'éloigner. Il a dû sentir que j'avais le cœur serré, parce qu'il était visionnaire. Il s'est retourné, il est revenu vers moi et il m'a dit « J'ai lu ton livre, c'est très bien ». Et il est reparti. Vous êtes réconciliés à la fin? Vous avez trouvé, un moment d'émotion ensemble? Le moment d'émotion, il a été prodigieux. On ne s'est jamais réconciliés, mais sachant qu'il s'était remis à écrire des poèmes, je lui ai offert un cahier-livre, très beau, relié. Il n'avait plus qu'à écrire des poèmes dedans, puisqu'il s'était remis à écrire des poèmes. Et je me disais qu'en écrivant ces poèmes, peut-être m'adresserait-il un petit message que je découvrirais après sa mort, plus tard. Et le fait est qu'après sa mort, une infirmière m'a téléphoné pour me dire qu'on avait retrouvé entre les mains de mon père, le soir de son trépas, ce fameux cahier-livre, dans lequel il n'avait rien écrit jusque-là, et ça avait duré quand même un certain nombre d'années. Alors ça m'a vivement intéressé, je me suis dit, il était en train d'écrire, donc je l'ai récupéré, j'ai feuilleté le cahier, pas une ligne, rien, pas un mot. Je repars en bateau, comme j'ai l'habitude de le faire, et je me dis, je vais me servir de ce cahier comme d'un journal de bord. Je vais le remplir, moi, je vais le remplir. Je vais le remplir, exactement. Ça va servir à quelque chose. Il y aura de l'écriture dedans. Ouais. Et le soir, j'ouvre le cahier pour noter, voilà, pour tenir mon journal de bord de navigation, et je vois sur une première page un texte de mon père. En fait, je l'avais mal feuilleté. C'était neuf, j'avais dû faire un truc un peu rapidement. Et il y avait 3 poèmes sur 3 pages qui étaient restés un peu collés entre elles. Sur la dernière page sont écrits les derniers mots qu'il ait jamais dit sur la terre, et il les a dit par écrit. C'est parfaitement écrit, et il écrit. J'ai rêvé cette nuit la chaleur d'une ville espagnole éclaboussée de soleil contre sa pente. Je porte cette ville dans la carapace de mes yeux, comme le crabe qui va mourir, la bulle irisée de son dernier souffle. C'est souligné, il est mort. Alors franchement, l'écrivain qui meurt en écrivant, dont le dernier mot est le mot souffle. Et le mot dernier souffle, associé à une image de vieux crabe qui est lui, comme ça. J'ai trouvé, c'est un des plus beaux textes d'ailleurs j'ai trouvé ça absolument saisissant. Donc et en plus il souligne toute son existence à ce moment-là, et on passe dans le blanc, qui est le blanc de son après-vie. Ça, j'ai trouvé que c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, même si ça ne vous était pas directement adressé. Vous savez, juste une question comme ça. Vous racontiez Françoise Verny, ce que vous dites maintenant. Et on se dit, mais il est romancier, Kefelec. Il n'invente pas de temps en temps, il n'enrobe pas. Tellement votre mémoire est au mot près, d'une fidélité totale. Comment vous vous souvenez vraiment de chaque parole qui a été prononcée, de chaque mot, de chaque attitude? Quand vous rencontrez Verny, vous dites le menu c'était ça, la crêpe était comme ci, le truc était comme ça, avec une précision comme si nous-mêmes on assistait à la scène, on ne remarquerait pas tous ces détails. Non, ce regard. Je suis comme tout le monde. Hein? Non, je suis comme tout le monde. J'ai des trous de mémoire, mais bien sûr. Mais simplement, je n'écris pas sur mes trous de mémoire. Donc vous ne les... Mais justement, je me demande si de temps en temps, le romancier ne l'emporte pas sur le diariste. Non. Le romancier, il est présent tout le temps, même lorsqu'il se souvient. Ça ne veut pas dire qu'il invente. Ça veut dire effectivement que le regard qu'il porte sur les choses est un regard de romancier. Oui. C'est le regard de quelqu'un qui a le sentiment que ce qu'il raconte aurait pu être inventé, mais ne l'est pas. Nous avons tous d'ailleurs, nous sommes tous en possession comme ça d'une mémoire qui serait la matière d'un roman. Que fait un romancier quand il fait un bon roman? Mais il se contente de dire la vie comme il est, d'une manière juste, comme il est le seul à parvenir à le faire. Et quand on le lit, on ne se dit pas voilà un homme qui est en train d'inventer. On se dit qu'on voit la vie se dérouler d'une manière enchanteresse. Hein, donc, quand j'ai repensé à ma rencontre avec Françoise Verny, à mes aventures avec Françoise Verny,
Je me suis dit, mais ça se présente comme un roman. Je la rencontre, c'est romanesque. La manière dont les choses s'enchaînent, c'est extrêmement romanesque, jusqu'à ce prix Goncourt qui constitue une sorte de dénouement dans le cycle de cette rencontre. Tout cela, effectivement, c'est un roman sans parole. Je n'ai plus qu'à mettre les mots. Et en effet, j'ai mis les mots d'un romancier, mais j'ai mis les mots d'un romancier sur des souvenirs qui sont bel et bien les miens et qui ont été vécus comme je le raconte. Qui ont été vécus comme je le raconte, à cette petite nuance près, c'est qu'un souvenir lui-même, il réinvente les choses. Un souvenir, c'est pas une matière morte. C'est pas un morceau de granit. Mais non, ça se déforme. On n'est plus tout à fait sûr que c'était comme ça. Il devient louvoyant. La couleur des choses change. Il y a des liens qui se créent entre les moments qui ne sont pas forcément les bons liens. On oublie les temps morts. On oublie tout ce qu'on ne se rappelle pas. Donc on a une concentration. Exactement, il y a une concentration des choses. Tout ça est extraordinaire. Et tout ça, effectivement, fait qu'à l'arrivée, celui qui lit a l'impression que l'auteur invente, mais je n'invente absolument rien. Quand j'ai inventé dans ce livre, Naissance d'un Goncourt, dont le titre m'a plu parce que c'est un titre absurde, il ne veut absolument rien dire, lorsque j'ai inventé, j'ai prévenu le lecteur. Oui, j'ai prévenu le lecteur, et même lorsque j'invente, j'ai l'impression d'inventer quelque chose qui s'est peut-être passé ou qui aurait pu se passer. Parce qu'à force de parler avec Françoise Verny, je connaissais tous ses tics de langage, je connaissais son souffle, je connaissais ses grognements, ses reniflements. Je savais très bien quelle image elle allait utiliser, la longueur de ses phrases. Quand j'ai écrit le bouquin, j'ai été ahuri, j'avais l'impression d'avoir le larynx de Françoise Verny, et non pas le mien, lorsque je lui donnais la parole. C'était extrêmement facile. C'était presque plus difficile lorsque je me mettais en... Vous-même. Moi-même, je suis plus inconnu dans ce bouquin. Lorsque je me suis rappelé celui que j'étais autrefois, je suis presque plus un inconnu que Françoise Verny. Et j'espère ne pas m'être trompé me concernant, mais je ne crois quand même pas. Alors, je voudrais deux petites explications sur deux phrases, l'une de vous et l'une d'elle. Vous dites, quand je vais mal, je vais bien. Je vis d'autant mieux que je vais mal, en somme. Et alors là, je me suis dit, Kefelec, il va nous expliquer cette phrase. Eh bien, j'ai beaucoup de mal... Parce que je suis sûr que c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de mal à aller mal. Je suis incapable de dire à quelqu'un que je vais mal, et je suis incapable de me dire à moi-même que je vais mal. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose comme ça, il y a toujours matière à rebondir dans l'existence autour de moi. Le mal extrême, c'est la souffrance d'autrui, lorsqu'elle vous concerne de près. Alors là, effectivement, mais dans ce cas-là, je ne dis pas que je vais mal, hein. Je disparais, ça n'intéresse que moi. Ouais. Le deuil, la souffrance de quelqu'un, ça c'est le mal absolu. Je suis incapable de le partager, totalement. Mais sinon, les petits ou même les grands bobos comme ça de l'existence, que ce soit des bobos matériels ou des bobos, je ne sais pas, des agacements extrêmes ou des désaccords, des engueulades. Tout ce qui fait qu'on pourrait dire ça ne va pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Alors ça ne m'intéresse pas du tout. J'essaye d'ailleurs de le convertir, d'en faire de la matière littéraire, de la conversation entre des personnages dans un roman. Voilà, ou un début de chapitre. Et même, alors pour le coup, le romancier s'en mêle. C'est-à-dire, j'en rajoute ou je diminue. Enfin, je crée un rythme avec ça. Tout à fait. Mais sinon, voilà, je n'ai pas d'état d'âme. J'essaye de traverser la vie sans état d'âme et sans les évoquer auprès de personne. Ce n'est pas toujours facile. Donc quand vous avez mal, vous en faites un roman. Et en ce moment, je vais très bien. Voilà. Je vais extrêmement bien. Je suis marié avec une femme que j'aime. Je viens d'avoir une fille. Elle a 4 mois. Elle est magnifique. Vous la verrez tout à l'heure. Ah oui, ça c'est bien. Oui, oui c'est bien, c'est formidable. Alors, et elle te dit, parce que c'est très juste ce qu'elle dit aussi. Donc vous êtes fâché pour une histoire, je ne sais plus laquelle exactement. Stupide. Et elle dit, si tu me trompes, tu te trompes, chérie. J'ai trouvé ça, quand même, c'est ciselé. Quand on l'entend, c'est... C'est formidable. Ah oui. Et ça en dit long sur ce qu'était la relation entre l'éditeur et l'auteur autrefois. Il y avait un échange d'énergie quasi faustien.
c'est toi l'auteur, je suis l'éditeur, mais je ne suis rien sans toi, et vice-versa. C'est la raison pour laquelle il était très difficile, et c'était une bonne chose d'ailleurs, de changer de maison d'édition, parce que ça veut dire qu'on laissait son âme dans une maison qu'il avait quelquefois forgée pendant des années et des années. Et Françoise en était bien consciente. Donc lorsqu'elle me dit si tu me trompes, tu te si trompes. tu me trompes, c'est-à-dire si tu me trompes, c'est au sens littéraire. Hein, oui, bien sûr. Si tu vas ailleurs. Tu te trompes et tu trompes ta mère, parce qu'elle me faisait sans arrêt allusion à ma mère que j'avais perdue, dont elle savait très bien que c'était la femme qui m'avait le plus marqué sur la terre. Et c'est toujours le cas. Donc elle s'était emparée de ma vie de mon jardin le plus cher, et intimité le plus secret, totale, oui, intimité. Oui, et pour le lier à sa propre histoire. Et alors c'est terrible, en même temps c'est extraordinaire, parce que je bénéficiais évidemment d'un apport d'énergie de sa part en toute exclusivité. Et quand on savait de quelle énergie Françoise Verny était capable de communiquer à ses auteurs, eh bien voilà, on se rendait compte qu'on était en possession d'un trésor avec elle. Non pas qu'elle ait jamais donné un conseil à un écrivain, rien du tout. Elle n'allait pas lui dire là c'est pas bien, là c'est bien. L'écrivain, c'était voilà, il fait ce qu'il veut de sa phrase, hein. Il fait ce qu'il veut de son livre, hein. Mais elle n'est pas là pour lui donner des conseils. Et quand elle n'aime pas, elle se contente d'écrire. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Elle se contente d'écrire bout dans la marge. Bout. Alors je lui ai apporté des manuscrits de 400 pages. Je tournais les pages et je ne voyais aucune observation, rien. Et je me disais, je suis génial. C'est bien, c'est très bien, formidable, etc. Puis brusquement, je voyais ce petit bout écrit, tracé d'une écriture tremblée. Et c'était tellement minuscule, tellement peu de choses. Je me disais, bon, c'est pas grave, bout, c'est rien du tout. Et je continuais. Et ensuite, je revenais. Je me disais, mais pourquoi elle écrit bout? Je lui téléphonais. Françoise, alors bon, c'était bien. Je disais, chérie, je ne sais plus. Mais de toute manière, tout est dans la copie que je t'ai rendue. Je dis, mais tu as écrit bout à un endroit. Ah ben, je ne sais plus pourquoi, chérie, mais va regarder. Donc, je retournais voir et je relisais la page en question, chapitre, la page, enfin, et je me rendais compte que quelque chose clochait. Et c'est vrai qu'à partir de ce rien du tout, de ce petit bout de rien du tout, et tout un pan de l'édifice s'écroulait. Et c'était comme ça qu'elle travaillait avec les auteurs, et des livres entiers pouvaient s'effondrer. Avec trois lettres. Oui, parce que c'était pas de conseil en littérature de sa part. Et dernière phrase d'elle, je vous l'ai dit parce que dans le monde de l'édition et dans le monde tout court, ce sont des phrases qui ne sont jamais dites. La seule différence entre les femmes et les hommes, chérie, Yann Kefelec, c'est que les femmes, nous avons des couilles. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, c'est vrai. Ouais. C'est complètement vrai. C'est totalement Bien sûr. exact. Il n'y a pas que Françoise Verny, d'ailleurs. C'est comme ça dans toute la vie, on le sait bien. Et fort heureusement, c'est nous qui les avons. Mais dans les faits, dans le courage de la vie quotidienne, il n'y a pas de doute. Hein. Elles sont en tête. Hein. Elles marchent devant. C'est elles qui tiennent. Non. Ah oui, il n'y a pas de doute. Et ça, Françoise l'avait parfaitement compris et le rappelait très régulièrement. Elle n'avait besoin d'aucun féminisme pour... voilà. Alors, la mer, vous avez signé un dictionnaire amoureux de la mer. Et donc, en dehors d'écrivain, évidemment, vous êtes un navigateur forcené. Vous imaginez pas de passer plusieurs mois sans aller sur un bateau. Alors, je ne suis jamais aussi équilibré que lorsque j'ai le pont d'un bateau sous les pieds. Même si ça bouge. Ah ben, si ça bouge en cas de tempête, évidemment, on est dans le... Non, là on est dans la catastrophe naturelle, hein, quand c'est la tempête. Tout le monde... Bien sûr. Total respect devant les éléments déchaînés, ça fait peur. Hein, ça bien, non, je ne suis pas du tout à l'aise, hein, comme tout le monde. Mais en revanche, le bercement du bateau dans une mer, voilà, ni agité ni pas agité, j'adore ça. Quel est le jour où vous avez eu le coup de foudre pour la mer, vous? C'est-à-dire vous vous êtes dit, je vais passer une partie de ma vie, c'est pas rien, une partie de sa vie sur l'eau. Je me suis jamais posé la question, j'ai toujours vécu avec la mer sous les yeux. Sous les yeux, moi. Ouais. C'était une présence aussi. Voilà, la mer, c'est comme une respiration. Et je me suis jamais dit, tiens, je vais vivre en mer sur un bateau. Je suis allé vers la mer et vers les bateaux et vers la vie en mer comme, voilà, sans me poser de questions.
C'est maintenant que je m'en pose, parce que je vis beaucoup moins sur les bateaux que je ne l'ai fait. Ça ne veut pas dire que je ne navigue plus, mais je ne vis plus sur un bateau et j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver cette existence-là. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une vie professionnelle qui m'attache beaucoup à terre, parce qu'un bateau, ça coûte extrêmement cher, celui que je veux en tout cas. J'ai pas envie je voudrais essayer de me racheter un bateau conforme à l'idée. Conforme, oui, c'est ça. Pas comme le premier que vous avez pris. Ouais. Non, il était bien quand même, le pauvre, mais il n'allait pas, non. Mais un jour, je vais le faire. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Pourquoi la mer est poétique? C'est ce que vous dites. La mer déteste quand on dit pourquoi, la mer déteste les parce que c'est un mystère intégral, exactement comme l'ordre des choses, comme Dieu. Voilà, on est face à la mer. On ne sait même pas si c'est beau d'ailleurs, la mer. La mer, c'est tout. C'est trop grand, c'est vrai, pour qu'on pense quelque chose de précis. Non, exactement. La mer, c'est imprécis, d'ailleurs. La mer, c'est extrêmement monotone. Et quand on est sur l'eau, d'ailleurs, on est saisi par cette monotonie qui est un véritable vertige. C'est pas ennuyeux, hein, c'est monotone. Et quand on revient à terre, on n'a qu'une envie, c'est de replonger dans cette monotonie. Alors quand je dis la mer, on ne sait même pas si c'est beau. De temps en temps, quand même, c'est au-delà du beau. C'est un coucher de soleil vu sur la mer de la côte, c'est époustouflant. Mais un coucher de soleil vu sur la mer, en pleine mer, avec le cercle de l'horizon autour de soi, là, on n'a pas de mots. On n'a pas de pare-que non plus, hein, mais ça crée une interrogation formidable et d'une intimité et d'une simplicité définitive face à l'univers et face à ce que nous sommes. Vous n'auriez pas rencontré Françoise Verny, ce jour-là de quasi-naufrage. Vous auriez été navigateur? Ou bien C'est comme les bouts de Françoise Verny dans la marge. Je ne sais pas, c'est impossible d'enlever un détail comme ça dans l'édifice que représente le destin d'un individu. C'était un de vos buts de passer votre vie sur des bateaux Mon but, c'était d'être un écrivain marin, effectivement, de faire le tour du monde, d'écrire autour du monde. Mais ce dont je ne me rendais pas compte à ce moment-là, qui m'est apparu par la suite, c'est que j'étais en fuite. J'avais perdu ma mère 10 ans plus tôt, en 1970, et j'étais toujours comme ça dans le lendemain d'un deuil qui me tourmentait. Et je partais pour échapper à je ne sais pas quoi, mais j'allais autant vers la mer que je fuyais quelque chose de continental, que je suis incapable de définir et d'apprécier aujourd'hui. Et quand Françoise me donne ma chance de devenir écrivain, je commence par lui poser des lapins. Oui. Je vais à ses rendez-vous, je m'approche de son immeuble avec mon manuscrit sous le bras. Je ne monte pas dans les étages, je regarde la lumière s'allumer chez elle, je repars. Elle me rappelle 3 jours plus tard ou 6 mois plus tard. J'y retourne, je n'y vais pas. La dernière fois, je me souviens, j'étais allé voir un film porno d'ailleurs. Je l'avais vu passer derrière ses... Derrière les persiennes. Derrière un voilage comme ça. Tiens, voilà. Et puis j'avais pas osé monter à nouveau. Et finalement, tout de même, la mayonnaise a fini par prendre entre elle et moi. Et je suis devenu celui que vous avez sous les yeux. C'est bizarre de voir quelqu'un d'aussi vital que vous, parce que vous êtes terriblement vital. Violent, elle disait violent, mais c'est vrai que vous portez quelque chose d'extrêmement puissant. Et quand vous faites état de moments de timidité incroyable, on se dit c'est pas possible, c'est pas Kefelec qui peut rester sous une fenêtre en se disant lui qui est si vital, et au contraire il va pousser la porte, il va faire un truc dément. Vous voyez ce que je veux dire, c'est étrange. Ça fait partie des contradictions des individus, c'est ce qui les rend charmants pour les romanciers, c'est de pétrir cette... Ouais, et alors vous dites de votre père, pour décrire la mer, parce que c'est vrai que c'est tellement imprécis qu'on ne sait pas, moi je ne saurais pas décrire la mer. Et alors vous dites, on ne décrit pas la mer, on se met à la place de l'homme qui la regarde. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Là on a quelque chose à dire. J'ai très peu d'admiration justement pour la littérature dite maritime, alors que la mer, c'est tout, c'est absolument tout. Donc, d'une certaine manière, la littérature maritime devrait être la plus grande de toutes, justement parce qu'elle dit la mer, elle dit à la fois ce qu'il y a de plus petit et ce qu'il y a de plus immense. Enfin,
Et étrangement, la littérature maritime, eh bien, les grands écrivains de la mer ne sont pas si nombreux que ça. Parce que le premier soin d'un écrivain, surtout les écrivains français, le premier soin d'un écrivain lorsqu'il s'affronte à la mer, c'est de la décrire. Et que la mer ne se décrit pas. Quand on commence à la décrire, on la tue, on emmerde son lecteur. Et qui veut faire l'ange fait la bête, on passe à côté de la plaque. Alors que si l'on procède à la manière d'un Conrad, si on entre comme ça dans le désespoir d'un homme ou dans les doutes d'un homme dont la vie a fait un marin, mais qui est relié comme ça à la côte de mille et une manières, il y a des sentiments, il y a des blessures, il y a des joies, il y a des attentes, il y a des promesses non tenues, des engagements ratés. Quand on est vraiment dans la peau d'un homme et que cet homme, effectivement, a affaire à la mer, là, la mer prend tout son sens. On n'a même plus besoin de la décrire, d'ailleurs. On n'a même pas besoin de la décrire. Il suffit d'être sur le bateau avec ce bonhomme, elle est là. Et on la voit avec soi-même, avec l'idée qu'on... Et quand on commence à la décrire, à installer des petites photos comme ça pour le lecteur, là, on détruit le livre au passage, le drame du livre au passage. C'est une définition de romancier que vous nous faites là. Non, ça me concerne moi, si vous voulez. C'est comme ça. Ça peut être un principe de littérature, c'est ça que je veux dire. Je constate y compris pour les gens. Je veux dire, on peut remplacer la mer par des gens. Les gens, c'est infini aussi, mystérieux, on n'y comprend jamais rien. Oui, mais les gens, on en fait partie, si vous voulez. Votre père, par exemple, le mystère de votre père, vous avez écrit sur votre père. Je suis incapable d'entrer dans la peau de mon père. Ça, voilà. Je pense que quand la personne est trop proche, c'est impossible de pouvoir se substituer à elle. Qu'est-ce qu'on fait quand on crée un personnage ? À la fois, on accepte le personnage avec ce qu'il est, mais forcément, on le marie avec ce que l'on est soi-même. Et voir avec ce que l'on aurait pu devenir si on avait traversé les mêmes circonstances que le personnage. Il y a des personnages de la vie que je serais incapable d'épouser, parce que ce qu'ils représentent est par trop laid, par trop... éloigné de vous. Et impossible à racheter. Si je pense à quelqu'un comme Fourniret, par exemple, ou Marc Dutroux, je ne peux pas en faire des personnages de romans. C'est totalement impossible. Quand le mal est trop fort, trop absolu, le romancier ne peut absolument pas se glisser dans la peau du... En revanche, se glisser dans la peau d'un criminel, de quelqu'un qui a tué, quand on n'a pas tué soi-même et quand on est à peu près sûr et certain qu'on ne le fera jamais, je dis à peu près sûr et certain parce que... Qui sait ? Parce que l'homme est bizarre. Hein. L'homme est extrêmement bizarre. Heureusement, d'ailleurs. Eh bien, entrer dans la peau d'un criminel, tous les grands tragédiens l'ont fait, tous les grands romanciers l'ont fait. D'ailleurs, ils ne se gênent pas pour se mettre aussi dans la peau des femmes quand ils sont des hommes et vice-versa, d'ailleurs. Ça veut dire que on n'est pas à un extrême près. On peut s'approprier les extrêmes de l'autre et en faire les siens grâce à la littérature. D'autant qu'en littérature, on sait bien qu'intervient cette notion de schizophrénie qui est totalement étrange, qui fait que l'on est capable d'avoir le vocabulaire et les sentiments de quelqu'un auquel on ne ressemble pas au moment où on écrit le roman. À froid, je ne suis pas sûr du tout que Steinbeck aurait pu parler comme Lenny, comme il le fait dans Des souris et des hommes. Mais dès qu'il entre dans son histoire, dans le rythme de son écriture, eh bien, il n'a aucune difficulté pour devenir le contraire de ce qu'il est. Donc le romancier change de monde à lui, change son monde à lui, quand il écrit. Le romancier change de monde, le romancier se métamorphose avec des accents justes, et on peut avoir l'impression à certains moments qu'il est un écrivain comme Stephen King, dont on ne sourit plus aujourd'hui comme on a pu le faire au début des années 80. On s'est aperçu que c'était un immense écrivain. Mais il a décrit le mal, la perversion, et il a fait parler comme ça les pervers comme peu d'écrivains l'ont fait. Et pourtant, lui, il n'y a pas plus brave bonhomme que cet homme-là. Hein, plus amoureux de la vie, lui aussi, et plus tranquille dans sa vie quotidienne. C'est extrêmement mystérieux. Pour finir, un mot sur la mer. J'imagine que la mer, pour vous, si elle est mystérieuse, elle est précieuse à un point incroyable. D'abord, c'est la 4/5 de la surface de notre globe. Si elle n'était pas là, on ne serait pas là, on va dire.
puisqu'on a commencé par être des petits objets, des petites vies dans l'eau. Et est-ce que c'est menacé, vous qui naviguez souvent, qui connaissez la mer depuis quelques décennies? Est-ce que c'est vraiment un endroit qui est menacé sérieusement? Qu'est-ce que c'est beau la mer. Je reviens de Brest là. Je reviens de Brest et je discutais avec des pêcheurs hier qui me disaient autrefois quand un bateau pêchait 300 tonnes de crabes avec 1200 casiers, bon, bah, il gagnait bien sa vie, il gagnait correctement sa vie. Et les restaurants lui achetaient sa pêche, il en expédiait à Rungis. Et voilà, c'était un bon cas. Il vivait. Et il savait très bien qu'il ne détruisait pas l'espèce. Hein, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il ne rapporte plus 300 tonnes de crabes ou d'araignées, il rapporte 50 tonnes. Et voilà, l'homme à qui je parlais, le patron pêcheur qui m'en parlait, n'est pas le seul dans ce cas-là. En ce moment, il y a une raréfaction comme ça du poisson et des espèces marines qui est alarmant. Qui est 6 fois moins, d'après ce que vous dites. 6 fois moins. Oui, 6 fois moins, tout à fait. 6 fois moins, et ça va s'aggravant très rapidement. Alors, on va dire que c'est la surpêche. Pas du tout. Il peut y avoir un peu de surpêche, mais c'est infime. En revanche, il y a une modification de la composition des eaux de mer liée à l'action humaine qui est franchement très, 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 très inquiétante. Hein. L'acidification des océans, la multiplication des zones dites mortes autour du monde, c'est-à-dire ces zones qui s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés, où le cycle alimentaire s'est totalement interrompu entre le macro et le micro. Il n'y a plus rien. Du phytoplancton à la baleine qui se baladait dans le coin il y a encore une vingtaine d'années, il n'y en a plus de traces. Rien du tout. Mais ce qui s'appelle rien. Il n'y a plus de vie sur des milliers de kilomètres de surface marine et sous-marine. Donc ça, c'est une véritable interrogation. Il y a à la fois les idées qui mènent le monde, mais on aimerait qu'une bonne idée mène la mer à un bulletin de santé préférable à celui qu'il est aujourd'hui. Hein. Car c'est vraiment très, très, très inquiétant. À la fois, on en prend conscience, mais cette prise de conscience ne se traduit pas par des actes de la part des États. Le plastique, on sait maintenant, voilà, on dit, bah oui, effectivement, le plastique, c'est un fléau. Mais finalement, on ne peut pas s'en passer du plastique. On n'a pas pris la mesure, comme ça, du drame. On pourrait probablement, mais il faudrait le vouloir, quoi. Il faudrait le vouloir, mais regardez, tout, absolument tout est en plastique. Tout, absolument tout. Et tout ce plastique va à la mer. Il va à la mer, il ne vieillit pas sous la mer. 100 ans, je crois, hein, c'est ça. 4600 ans pour une couche culotte. Elle commence à s'éroder. Donc, elle a une espérance de vie sous la mer supérieure à celle des pyramides aujourd'hui. Enfin, c'est une seule couche culotte. Alors, il peut arriver effectivement que le plastique soit emporté par le vent, soit broyé sur les roches et se transforme en poudre que nous respirons, que les poissons avalent, que les oiseaux respirent également. Tout cela est un peu catastrophique. Alors, j'hésite à aller trop loin dans ce discours-là parce que moi, mon but, c'est toujours... Je suis un optimiste. Je suis un optimiste vital. Vous avez compris, je suis un vital. Donc, je n'ai pas du tout envie qu'on ressorte en larmes en disant bah, c'est foutu. En plus, je ne crois pas que ce soit foutu. Le pire, c'est que je ne crois pas que ce soit foutu. Mais pas du tout. Hein, je trouve que la jeunesse, contrairement à ce qu'on dit, la jeunesse, je la trouve d'une vitalité extraordinaire. Il y a la confiance dans l'avenir. Et la confiance de la jeunesse dans l'avenir donne confiance à ceux qui disent ah, ça ne va pas du tout. Enfin, c'est étrange. Hein. On est porté comme ça par des jeunes auxquels on transmet un monde qui est tout de même en piteux état. Donc tout ça donne confiance et pourtant la baraque va très mal. Vraiment, faisons quelque chose. Je ne sais pas qui doit... Ça se passera à notre niveau. Chacun de nous, effectivement, doit modifier quelque chose dans son comportement. Mais il ne suffit pas d'avoir bonne conscience. Ça ne suffit. Non, il faut aller plus loin dans cette action en faveur de la mer et des idées qui mèneront le monde plus tard.
Mais vous avez envie de participer à un combat, par exemple, pour sauver la mer. Est-ce que c'est un sujet qui est tellement important pour vous que vraiment vous n'admettez pas raisonnablement avec votre cerveau qu'on laisse faire? Parce que finalement, c'est ce qui arrive au bout du compte. Hein. Vous avez confiance dans les jeunes, mais pour le moment, le plastique continue d'aller en mer. Le plastique continue de prospérer. Etc. Le diesel, les particules fines. Enfin, et pas que ça. Nos habitudes alimentaires sont. La surpêche existe bel et bien. Quoi. Le thon, on ne devrait pas le pêcher. On s'est remis à le pêcher, soi-disant. Oui, mais en fait, c'est totalement faux. Il faudrait arrêter tout ça. Mais si on arrête tout ça, on met l'humanité au chômage. On désespère les familles. Et c'est très, très, très difficile d'inverser cette évolution-là. Il va pourtant falloir le faire. Je ne sais pas comment. Est-ce que quelqu'un comme vous, qui était un romancier de la violence, de la vie à tout prix, et quel que soit le romancier qu'on aime, comment il a envie de... Vous avez le Goncourt, d'être connu. Est-ce qu'on a envie que Jan Kefelec, qu'entendez-vous, ressurgisse comme ça Est-ce que vous réfléchissez à un truc du genre je vais quand même faire un truc... je vais aller au bout de ce que je sais faire. Je vais faire un chef-d'œuvre, quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Un jour, j'ai trouvé cette phrase qui a l'air, dont je n'ai pas fait usage d'ailleurs en écrivant, mais je l'aime bien cette phrase. Je l'aime bien parce qu'elle me définit bien. Mais elle a l'air un peu écrite dans le marbre, donc je ne m'en sers pas. C'est « Il faut se donner tout entier sur terre pour que la mort n'ait plus rien à prendre ». Et ça me définit tout à fait. Donc je me dis pas du tout Jan Kefelec va ressurgir. J'ai pas l'impression qu'il est totalement disparu d'ailleurs. Non, mais je dirais... Mais non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Je comprends très bien. Plus haut. Exactement. Plus haut. Maintenant, j'ai envie de donner le meilleur roman que je puisse donner. Ah, voilà. C'est-à-dire, à l'âge que j'ai, je me sens encore physiquement plein de force, voire de jeunesse. Hein. Car la jeunesse est un état d'esprit qu'on acquiert avec l'expérience aussi. Un enfant de 4 mois, on le rappelle. Un enfant de 4 mois. Il faut que je l'épate. Bah tiens. Non, mais c'est vrai. Il faut vous l'impressionner. C'est bien d'épater quelqu'un qu'on aime aussi. Hein. On écrit aussi pour ça. Hein. Si. Et puis je sens que le moment est venu pour moi de faire plein usage de cette expérience de la vie et de l'écriture, tout en étant encore frais. Je ne suis pas un vieux con qui a l'impression de savoir, qui donne des leçons. Jamais de leçons, n'a jamais donné de leçons. Hein, et puis en plus, j'ai envie de rire. Moi, j'ai toujours aimé rire. Pour moi, je le dis dans l'essence d'un Goncourt, les 3 mamelles de la littérature, c'est violence, tendresse et rire. Violence, tendresse et rire. Avec ça, on ne peut pas... On fait le tour du monde. Ah oui, on fait le tour du monde. Et le tour du bonhomme. Hein, et donc, j'ai encore envie de faire le tour du bonhomme. Et de le faire pour de vrai, cette fois. Mais parce que, je vous assure que c'est vrai, quand j'ai lu le Goncourt, votre livre sur le Goncourt, et le dictionnaire amoureux de la mer, je me suis dit, Jan Kefelec prépare quelque chose. Parce que on sent que ce sont des livres, par parenthèse, Dictionnaire amoureux de la mer, c'est vraiment super. Et le Goncourt, comme vous dites, le rire du début à la fin, c'est à pas y croire, hein, cette histoire. Mais je sentais qu'il y avait, c'est pour ça que je vous posais la question, je sentais qu'il y avait c'est bien vu, hein. quelque chose là qui n'était pas sorti. Ce sont 2 starting blocks avec cap sur le roman, cap sur le prochain roman. Et c'est vrai, ce sont 2 starting blocks. Il faut y aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jan Kefelec. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Il va signer ses livres, pardon.